Salut à tous, aujourd'hui on se lance dans un format de vidéo que j'apprécie particulièrement, des analyses documentaires des grands classiques Disney. L'idée c'est simple, plonger dans ces chefs-d'œuvre et en décortiquer plusieurs aspects. On va parler de leur création, de leur impact dans l'histoire du cinéma et bien sûr comparer tout ça au conte original. Et croyez-moi, les différences valent le détour. Genre, vraiment. Et pour cette première édition, on ne pouvait pas faire autrement que de commencer par l'œuvre fondatrice, le tout premier long métrage animé de Disney, Blanche-Neige et les 7 nains. C'est parti! Petit rappel historique, Blanche-Neige, c'est non seulement le premier long métrage de la compagnie, mais aussi le premier film d'animation en couleur et avec du son. À l'époque, c'est une révolution. Retour en arrière. Début des années 30, Walt Disney convoque ses équipes un soir. Il les envoie dîner, mais leur demande de revenir tôt. Intrigué, tout le monde s'installe dans l'amphithéâtre. Et là, Walt monte sur scène. Il se met à raconter tout seul le conte de Blanche-Neige, jouant tous les personnages, toutes les émotions. Imaginez la scène, le patron en one-man show à fond dans son rôle. À la fin, il annonce son idée. On va faire un long métrage d'animation. La réaction des équipes ne se fait pas attendre et c'est la stupeur. À l'époque, les dessins animés c'était 7 minutes max et surtout pour faire rire. Et lui, il voulait faire pleurer les spectateurs. Résultat, les critiques surnomment direct le projet la folie Disney. Même Roy, son frère, est super réticent. Trop risqué, trop cher, et si ça foire, c'est la fin du studio. Mais bon, il finit par le soutenir et réussit même à convaincre la Bank of America de financer l'aventure. Spoiler, les banquiers n'étaient pas emballés. Une fois lancé, Walt se montre ultra exigeant. Il veut du réalisme, du naturel, de l'émotion. Résultat, les studios vont faire venir des animaux vivants, engagent une danseuse adolescente pour étudier ses mouvements et obligent même les animateurs à suivre des cours de théâtre. Oui, des cours de théâtre. Pour dessiner. Les effectifs explosent. Jusqu'à 600 personnes bossent sur le film et des pavillons annexes au studio doivent être construits. Et comme il n'y avait encore aucune règle en animation, chaque plan était une expérimentation. Par exemple, un gros plan de Blanche-Neige pouvait prendre une journée entière à animer puisque 24 images défilent en une seconde. À la fin, le film rassemble environ 200 000 dessins. Les équipes doivent alors faire preuve d'inventivité et c'est donc à ce moment-là qu'apparaît une invention de maison, la fameuse caméra multiplane, dont vous avez très certainement entendu parler. It is the blueprint of a piece of equipment designed to make cartoons more realistic and enjoyable. This is the plan for a super cartoon camera. We call it the multiplane camera. Pour ceux qui ne savent pas, la caméra multiplane, elle permet de superposer plusieurs couches de décor pour donner de la profondeur et éviter l'effet de tremblement quand tout devait être dessiné à la main. Une vraie révolution technique. La difficulté du projet impose un rythme lent et tout ça coûte très cher. Résultat, Roy doit augmenter le budget 6 fois. On passe de petit projet fou à un budget final de 1,5 million de dollars. Une fortune à l'époque. 21 décembre 1937, c'est la grande première. Blasé Hollywood, accustomed to gala openings, turns out for the most spectacular of them all. The world premiere of the $1.5 million fairy tale fantasy, Snow White and the Seven Dwarfs. Replicas from the first feature cartoon thrill thousands who turn out for a glimpse of lovely Marlene Dietrich with Doug Fairbanks Jr. and a parade of stars. Here's George Arliss, Dean of Stage and Screen, and Luella Parsons, leading Hollywood commentator. Handsome Preston Foster, one of the most popular stars with the fans. Shirley Temple is just as enthralled as are the grown-up stars and moviegoers with the Seven Fantastic Dwarfs. They amuse comical Bob Burns as much as Mickey and Minnie Mouse. From the fertile genius of a great artist comes quacking Donald Duck. Walt Disney, who created these lovable characters, brings to motion pictures a new medium for a greater art.
and it looks like a snow white Christmas for all. Walt est en sueur. Il a misé sa carrière sur ce projet démentiel et l'avenir du studio dépend de la réaction du public. Et là, miracle. Les spectateurs rient aux gags des nains, frissonnent dans la forêt et finissent par pleurer à la mort de Blanche-Neige. L'admiration de la salle se fait ressentir par des applaudissements tonitruants. L'objectif est atteint. Disney venait de prouver qu'un dessin animé pouvait faire rire, mais aussi émouvoir. Cette folle aventure se termine par un triomphe. L'histoire du long métrage, vous la connaissez, mais parlons un peu des personnages maintenant. Blanche-Neige, première princesse Disney, 16 ans, inspirée d'une danseuse classique nommée Marjorie Céleste Belcher. Contrairement aux héroïnes qui viendront plus tard, elle est représentative de l'idéal féminin des années 30. Peau très blanche, symbole de noblesse et en contraste total de la classe inférieure. Peu de courbes et une coiffure typique de l'époque. Ces trois couleurs dominantes sont hautement symboliques. Le blanc pour la pureté, le rouge pour le sang et le passage à l'âge adulte, le noir pour rappeler la vie qui naît de la mort. La reine, grande beauté inspirée d'actrices comme Joan Crawford, mais aussi des masques théâtraux. Son autorité est mise en avant dès la première scène où elle apparaît, reléguant Blanche-Neige au second plan. Elle incarne la cruauté, la vanité et la dignité glaciale. Les traits de son visage sont d'ailleurs inspirés des masques en papier mâché de Władysław Theodor Brenda. La sorcière, son alter ego hideux, inspiré par l'actrice Lucille Laverne. La transformation, très marquante, est directement influencée par Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Elle représente la laideur intérieure de la reine, devenue visible. Le prince, quasi absent du film, volontairement effacé pour renforcer la présence de Blanche-Neige. Pas grand-chose à dire, mais ça peut être un sujet de débat en commentaire. Et ces nains, adorés du public. Ils sont les vrais ressorts comiques du film. Walt voulait absolument qu'ils aient chacun un nom et une personnalité distincte, ce qui n'existait pas dans le conte original. Leurs corps élastiques et caricaturaux contrastent avec le réalisme des personnages principaux et ajoutent légèreté et humour à l'histoire. Leur ressort comique est d'ailleurs rajouté attentionnellement à l'histoire, initialement très courte. Côté inspiration, les décors et les vêtements inspirés du style médiéval sont volontairement anachroniques afin de ne pas pouvoir situer l'histoire dans une période précise. À la première vision du film, on perçoit directement des inspirations venues d'Europe. Le château rappelle d'ailleurs celui d'Alcázar de Ségovie, en Espagne, et la forêt s'inspire directement de la forêt noire, qui est un massif montagneux en Allemagne. En parlant de nature, la scène de la fuite de Blanche-Neige s'inspirerait notamment de l'enfer de Dante. Durant la conception du film, les studios ont acquis différents ouvrages d'artistes tels que Hermann Vogel, illustrateur français et allemand, ou encore Heinrich Klee pour puiser leurs idées et inspirations. La chaumière des nains serait-elle inspirée des chalets suisses, mais aussi de l'ouvrage La merveilleuse histoire du bon saint Florentin d'Alsace, qui comprend un ermitage en bois et en terre crépie dans une forêt profonde. En ce qui concerne les couleurs, Disney s'inspire des aquarelles de Gustav Tengren, j'espère que ça se dit comme ça, donnant une touche beaucoup plus artistique que les couleurs opaques habituelles des cartoons. Maintenant, parlons des différences avec le conte original, car oui, Walt Disney a bien évidemment voulu retravailler l'histoire pour en faire une version plus large public. Et accrochez-vous, le conte original est bien plus sombre. Dans la version des frères Grimm, la reine ne demande pas le cœur de Blanche-Neige, mais bien ses poumons. Ça pas. Le chasseur ramène non pas au cœur de biche, mais des organes de sanglier que la reine fait cuisiner et manger. Appétissant. Vous avez encore faim? Après ce que vous êtes goinfré? D'ailleurs, la reine ne tente pas de tuer Blanche-Neige qu'une fois, mais bien 3. Avec un corset trop serré, un peigne empoisonné et enfin la pomme. Je dois reconnaître qu'elle sait faire preuve de persévérance. Et le fameux baiser d'amour? Oubliez ça. Dans le conte, le cercueil est secoué pendant son transport et hop, le morceau de pomme ressort de sa gorge.
Pas de romantisme, juste un peu de mal au dos pour les porteurs. Et la fin, bien plus cruelle. La reine est invitée au mariage de Blanche-Neige et là, on lui enfile des chaussures de fer brûlantes pour la forcer à danser jusqu'à sa mort. Ambiance, Game of Thrones. Résultat, heureusement que Disney a adouci l'histoire, mais ça n'empêche pas le film d'être une étape majeure dans l'histoire du cinéma. Blanche-Neige et les 7 nains restent 5 semaines à l'affiche du Radio City Hall de New York, puis cartonnent dans le monde entier. En un an, ils rapportent pas moins de 8 millions de dollars, ce qui équivaut plus ou moins à 100 millions de dollars maintenant. Roy, le frère de Walt, rembourse les fonds empruntés à la Bank of America et présente une campagne de merchandising sans précédent, car c'est aussi ça, le succès Disney. Les produits dérivés explosent, figurines, pots, confitures, oui, des confitures Blanche-Neige, ou encore des spectacles aux couleurs du film. Walt Disney reçoit un doctorat honoris causa par les universités de Yale et Harvard et le corps académique le reconnaît comme créateur d'un nouveau langage artistique. Le seul hic, à Hollywood, on ne considérait toujours pas l'animation comme du vrai cinéma. Pas de nomination pour le meilleur film en 1938. Mais bon, ça viendra plus tard, mais ça, c'est une autre histoire qu'on verra sûrement plus tard. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de voir ou de revoir ce chef-d'œuvre. Donnez-moi votre avis en commentaire, j'ai très hâte de vous lire. Ce film mérite-t-il à votre avis sa place d'œuvre charnière dans la reconnaissance de l'animation au cinéma? Dites-moi également quel autre film vous aimeriez que je traite à l'avenir. J'ai très hâte de vous lire. Votre retour est super important, donc dites-le moi en commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que la suite promet d'être encore plus passionnante. Je vous le promets. Merci d'avoir regardé et n'oubliez jamais que derrière chaque succès se trouvent des personnes qui n'ont jamais cessé de croire en leurs rêves. Bye.